Mardi 19 mai, Histoire de l'art HA17, qui est donc Charlie Chaplin. Le début du cinématographe. Au XIXe siècle, l'industrialisation, c'est la machine à vapeur et la locomotive, le métro et l'électricité, mais c'est aussi la naissance du cinéma. On date généralement la naissance du cinéma à la première projection publique donnée par les frères Lumière à la salle de l'Éden de la Ciotat le 21 septembre 1895, puis au Salon indien du Grand Café de Paris le 28 décembre 1895. Je vous propose quelques extraits de ses débuts. C'est bien sûr en noir et blanc et muet jusqu'en 1927. Je vous propose de regarder, donc vous allez sur YouTube et vous mettez les liens de manière à regarder les films. Alors, je vais pas les remettre sur cette vidéo-là, la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc le premier, c'est L'arroseur arrosé, ça dure 1 minute. C'est un film des frères Lumière. L'arroseur arrosé, le premier film des Lumières à scénario. Les autres étaient plutôt des documentaires, comme la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Mais là, vous allez voir, c'est un film plutôt humoristique. Ensuite, cette petite vidéo, en fait, c'est le premier tour de magie qui a été fait. L'escamotage d'une dame au théâtre chez Robert Houdin, film de Georges Méliès. Donc, premier tour de magie fait au cinéma. De son côté, donc Georges Méliès, tiré du cinématographe Un potentiel illusionniste, il a recours au trucage avec l'escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin, arrêtant la prise de vue et la reprenant, substituant au passage une femme à un squelette. L'homme s'illustre d'abord dans l'actualité reconstituée, mais c'est encore dans la féerie que Georges Méliès s'épanouit, peignant lui-même d'immenses toiles de fond, utilisant les procédés de surimpression déjà connus de la photographie. Donc vous allez regarder ce petit film qui dure 1 minute 30, l'escamotage d'une dame au théâtre chez Robert Houdin. Assez impressionnant pour l'époque. Ensuite, Le voyage dans la Lune, film de Georges Méliès aussi, en 1902, avec Le voyage dans la Lune, d'après le roman de Jules Verne. Ce sont des débuts fantastiques ou de la science-fiction. Alunissage et peuple sauvage de la Lune, battu grâce au parapluie des savants, le tout dans un registre comique. L'œuvre connaît un triomphe à la foire du trône et rend Méliès célèbre à travers le monde. Donc vous regardez ce petit film, il dure 8 minutes, mais il est très intéressant. Les films de Georges Méliès se présentent comme autant de scènes théâtrales et succédant à un plan fixe, la caméra à hauteur d'un spectateur assistant à une représentation. Ce procédé de narration est aussi celui adapté par ses concurrents, Charles Pathé et Léon Gaumont. Les deux producteurs vont bientôt prendre un essor tel qu'ils se disputent à eux seuls la domination du marché mondial de la production de films. Pour ce faire, leur production emboîte le pas des Lumières et de Méliès, dont ils plagient en partie les productions, mais consacrent aussi quelques innovations. Charles Pathé recrute Ferdinand Sequin en 1900. Le réalisateur connaît son premier succès avec Histoire d'un crime, qui comporte le premier flashback de l'histoire du cinéma, donc le retour en arrière. À partir des années 1910, le cinéma américain se distingue par ses comiques Charlie Chaplin, Buster Keaton et Harold Lloyd. Et nous, bien sûr, on va voir Charlie Chaplin. Donc Charlie Chaplin, son nom c'est Charlie Chaplin, surnommé Charlot, l'époque 1889-1977. Il est donc américain, c'est un acteur comique. Charlot est un des acteurs les plus populaires du cinéma muet en noir et blanc des années 20. Il a joué aussi dans un grand nombre de films. Les deux plus célèbres sont Les Temps modernes et Le Dictateur, où il reprend donc Hitler. Donc pour le film Les Temps modernes, l'industrialisation, voilà ce qu'il voulait nous montrer. Les Temps modernes, œuvre maîtresse de Charles Chaplin, donc, est apparu sur les écrans en 1936, quelques années après la grande crise économique de 1929 qui avait bouleversé l'économie des États-Unis d'Amérique. Cette satire des années 30 tend à montrer les travers de l'industrialisation et d'une productivité à tout prix. L'ouvrier devient esclave de la machine, une seule porte de sortie, l'amour. L'industrialisation. L'ère industrielle correspond à l'arrivée des machines-outils et des usines au début du XXe siècle, très perfectionnées et ultra-modernes pour l'époque. Ces machines sont censées faciliter le travail des ouvriers et
accroître la productivité. Dans les temps modernes, Charles Chaplin nous montre un vagabond ouvrier perdu dans une jungle d'un monde du travail automatisé. Il se retrouve l'esclave de sa machine et devient fou à force de visser les écrous. Les rôles sont inversés. Donc, ouvrier à la chaîne dans une usine, Charlot est soumis à la dure loi de la taylorisation et à celle d'un patron autoritaire. Rendu fou par la machine, il est interné puis guéri, se retrouve chômeur, pris à tort pour un leader syndical, il est incarcéré et devient un héros en empêchant une mutinerie. Libéré, il fait une première expérience désastreuse du travail et rencontre la gamine. Pour elle, il se fait engager comme veilleur de nuit dans un grand magasin où il se fait arrêter injustement comme complice d'un cambriolage. À la sortie, les deux amoureux prennent la route et s'en vont vagabonder vers les jours meilleurs. Charlot se fait embaucher dans un restaurant. Donc voilà, l'histoire de Charlot dans les temps modernes, hein, qui est un rebondissement tout au long pour l'amour de cette femme. Donc le film, vous pouvez le regarder en entier, hein, ça me gêne pas, bien au contraire, mais au moins ces 4 extraits les plus, on va dire, rigolos, quoi, les plus intéressants, les plus marquants de ce film. Ensuite, comme je vous l'ai dit, bah, Le Dictateur, hein, c'est aussi un des grands films qui l'a rendu célèbre. Donc Heinkel est évidemment une caricature de Hitler. On reconnaît notamment sa moustache, ses uniformes ou encore sa manière de parler lors des meetings ou à la radio. Chaplin montre bien d'ailleurs tous les instruments dont Hitler s'est servi pour constituer son personnage et imposer sa propagande en Allemagne. Pour imposer sa propagande aux Allemands. Au cours de la Première Guerre mondiale, un barbier juif, soldat sur le front, sauve la vie du pilote Schulz. Devenu amnésique, le soldat, après quelques années à l'hôpital, retrouve sa boutique désormais placée au cœur du ghetto. Hinkel, le dictateur de la Thomanie, qui est presque le sosie du barbier, a mis en place une politique de discrimination envers le peuple juif. Accusé de comploter contre le régime, le barbier est arrêté et se retrouve en prison en compagnie de Schulz, devenu un opposant. Les deux compères s'évadent pendant que la Thomanie envahit l'Austerlitz. Des soldats font ensuite confondre Hinkel, qui sera arrêté comme fugitif, et le barbier juif, contraint de prendre la place du dictateur et d'improviser un discours à la radio, dans lequel il prendra position pour la liberté, l'égalité et la fraternité des hommes, soit l'exact contraire des thèses habituelles prônées par le véritable Hinkel. Donc voilà ces deux personnages, hein, joués par lui-même, donc le barbier et le dictateur. Et donc vous pouvez regarder cette petite vidéo de son discours. Donc nous sommes quand même en histoire de l'art, donc Charlot, d'après Sergei Yushkevitch, Charlie Chaplin a inspiré Sergei Yushkevitch, qui a représenté sa silhouette. Cet artiste russe a dessiné Charlot avec des formes géométriques. On le reconnaît grâce à son chapeau melon, sa canne, sa moustache, ses chaussures, ses cheveux bouclés. C'est une œuvre en noir et blanc, faite à l'encre, en hommage au cinéma burlesque. Donc voilà cette œuvre très jolie de Charlie Chaplin. Donc moi je vous ai donné ce dessin à colorier. Donc attention, Charlie Chaplin, c'est en noir et blanc. Le tour, par contre, peut être en couleur, par exemple. Voilà, à vous de